Bonjour mes poissons-neige. Un petit perso de Fortnite s'est glissé comme ça. Et d'ailleurs, en parlant de neige, je pense que cette vidéo risque de vous couper l'envie de prendre des remontées mécaniques. Ce genre de choses là. Des télésièges, des télécabines et autres tire-fesses qui servent à gravir la montagne. Ah, moi ça me fait trop peur. Eh bien, sache que cette vidéo est faite pour toi. Tu savais qu'il y a déjà eu des accidents de remontée mécanique effroyables? Genre un télésiège qui tombe? Non. Vous allez voir qu'il peut se produire des choses bien pires que ça. Et justement, quels sont ces dysfonctionnements qui peuvent transformer des vacances au ski en véritable enfer? Eh bien, on s'attend toujours à ce qu'il y a un câble qui lâche, et c'est vrai que ça arrive. Mais le hasard a beaucoup d'imagination et il y a bien d'autres moyens de mourir. En fait, dans pas mal de cas, le danger ne vient pas d'où on s'y attend. Et justement, Ariane va en être témoin, comme d'habitude. Vous savez, la nièce de Gustave. Enfin après, témoin, elle va un peu subir quand même, pour être plus précis. Ça risque d'être très violent. Hein. J'espère d'ailleurs que t'es prête et que t'as pas trop le vertige. Ouais, elle a l'air prête, oui. En plus, elle est courageuse, comme son oncle. Et c'est pour ça que je vais vous raconter 3 histoires particulièrement atroces qui le prouvent. D'ailleurs, qui dit atroce n'est pas forcément la plus meurtrière. Bref, c'est parti pour un shoot d'adrénaline. La première tragédie s'est déroulée à Cavalese, une charmante commune dans les Alpes italiennes. Nous sommes alors le 3 février 1998 et 20 personnes sont en train de descendre du Mont Cermis, en télécabine quoi. C'est-à-dire dans une grosse cabine portée par un câble quoi. D'ailleurs Ariane, profite bien de la belle vue que t'as avec les 80 mètres que t'as de hauteur là. Non parce que je te spoil un petit peu mais ça va pas durer longtemps, car dans quelques instants, les câbles vont péter. Et ça va péter! Et pour contextualiser, 80 mètres, ça fait un peu plus que la cathédrale Notre-Dame. Voilà, c'est beaucoup. Mais les câbles se sont pas coupés par magie. Ah non, ils ne se sont pas coupés tout seuls. Hein. Quelqu'un les a aidés à se couper. Et en fait, ce quelqu'un, c'est un militaire américain, le capitaine Ashby. Mais alors, qu'est-ce qu'un Américain foutait en Italie? Eh bien, il y avait un accord pour que l'armée de l'air américaine puisse s'entraîner dans le ciel italien. Et Ashby était pilote. Bon, du coup, vous commencez peut-être à voir le truc venir. Et surtout si je vous dis qu'il pilotait un EA-6B Prowler, c'est-à-dire un avion dont la stratégie de défense consistait à voler très bas et très vite pour être le plus furtif, le plus indétectable. Oh non, me dis pas que c'est un avion qui a provoqué l'accident. Alors je sais que ça paraît assez difficile à croire, surtout que les pilotes sont censés avoir des cartes pour repérer tout le relief au sol, genre câble électrique, ligne haute tension, remontée mécanique, ce genre de choses quoi. Sauf que là, la carte à disposition du pilote et de son navigateur ne mentionnait pas le téléphérique. Mais après, est-ce que c'était une raison pour voler à 80 mètres de haut? Moi, je réfléchis. Eh ben non. En fait, Ashby était dans une zone où il était absolument interdit de voler en dessous de 600 mètres. Et voilà, la carte ne s'est pas embarrassée avec les détails du sol, car dans tous les cas, il était formellement interdit de s'en rapprocher. Et pourtant, c'est bien ce que Ashby a fait. Et ce n'est qu'au tout dernier moment qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un câble devant lui. Il a alors entrepris de le contourner par le dessous, mais c'était déjà trop tard pour éviter la collision. Mais alors, est-ce que c'est le câble qui a coupé l'avion ou l'avion qui a coupé le câble? Et la réponse, c'est que c'est son aile droite qui a sectionné le câble, net. Et l'avion a rien eu? Si, quand même, son aile droite était bien éclatée, d'ailleurs son système hydraulique était à moitié hors d'usage, mais malgré tout, ce cher Ashby a réussi à se poser sans aucun blessé dans l'équipage. Par contre, de leur côté, les 20 passagers de la cabine ont connu un sort beaucoup plus brutal. En fait, sans câble porteur, il ne leur restait plus que 4 secondes à vivre. Et ces 4 secondes, c'était tout simplement le temps qu'il fallait pour parcourir les 80 mètres qui les séparaient du sol. Et ainsi, au moment de l'impact, la cabine filait à 140 km/h. Imaginez, c'est comme si vous étiez sur une autoroute avec votre voiture et que vous fonciez sur une falaise à 140 km/h. Et sans freiner, évidemment. Ariane, ça va ? Ok, pas de réponse. Bon, je suppose que les images parlent d'elles-mêmes. Selon les premiers secouristes, c'était une scène d'horreur. Les corps étaient tordus et les visages portaient encore une expression de terreur. Parmi les 20 passagers, aucun n'a survécu. Le seul miraculé est un technicien qui faisait un travail de maintenance sur la ligne à ce moment-là et qui n'est même pas tombé. Il a été sauvé par un système de sécurité. L'homme a d'ailleurs été très fortement traumatisé par le drame. Évidemment, l'équipage de l'avion est passé par la case tribunal aux États-Unis. Et pour se défendre, le pilote a affirmé qu'il volait trop bas car son altimètre était défectueux. Sauf que du coup, les enquêteurs n'ont relevé aucun dysfonctionnement de leur côté. Surtout qu'en plus, un pilote est censé faire la différence entre quand même 600 mètres et 80 mètres quoi. Simplement en regardant devant soi ou dehors. Et donc tout porte à croire que le gars faisait quand même le con avec son avion, comme on dit un peu dans le jargon militaire. Et pourtant, Ashby n'a pas été condamné au premier procès. Et ce n'est qu'en 1999 qu'il a fini par ramasser 6 mois ferme pour
là, obstruction à la justice. Car quand même ça mérite d'être mentionné, mais les gars avaient filmé le vol de l'intérieur. Après, est-ce que ça a permis de comprendre au juge ce qui s'est passé? Eh bien pas du tout, car c'est la boulette, mais l'équipage avait malencontreusement supprimé la vidéo en faisant brûler la cassette. Oh merde! Oh, c'est con ça! Bref, en vrai, un comportement plus que louche, qui aurait mérité certainement une sanction plus sévère selon le pouvoir italien. Et évidemment, les familles des victimes. Donc Gustave fait partie, et il est assez vénère. Il est même très remonté, si vous voyez ce que je veux dire. Il est remonté mécanique. Putain, il est fort ce con. Et bien voilà, nous sommes le 15 février 2004 et Agathe est en vacances à Val-Cenis avec toute sa famille. C'est une station de ski savoyarde. La petite a seulement 7 ans et ce matin-là, elle s'est engagée sur un tapis roulant de 120 mètres qui menait au télésiège. Même si elle est plus âgée, on a essayé de reproduire la situation avec Ariane. Car oui, vous imaginez bien en fait, si vous êtes déjà allé au ski, comme c'est pas simple de marcher avec ces trucs-là, et encore. Les skis c'est chiant, mais imaginez ceux qui sont en snowboard. Donc du coup, les pentes légères se franchissent parfois en tapis. Et donc, a priori, ce n'est pas la remontée mécanique la plus dangereuse. Mais ce jour-là, Agathe était sur le tapis sans ses skis. Et lorsqu'elle est arrivée au bout, elle s'est fait happer par le mécanisme. Quelle horreur! C'est horrible ça! Surtout que ça s'est produit sous les yeux en fait de sa famille. La puissance du mécanisme fut d'ailleurs irrésistible. Son frère, de 14 ans, a d'ailleurs essayé de lui venir en aide. Mais il n'a rien pu faire, à part se blesser la main. Lui-même aurait d'ailleurs potentiellement été aspiré si à ce moment-là, une femme anonyme n'avait pas eu le réflexe d'appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence. Le tapis s'est donc arrêté, mais la petite était toujours coincée. Et même avec la force de plusieurs adultes, il était impossible de l'extirper de là. En fait, à ce moment, elle était encore en vie, mais son buste était comprimé et ça l'empêchait de respirer. Ça, c'est votre femme. Elle s'est pété la saucisse. Pauvre Ariane, pauvre Ariane. Je sais pas comment on pourrait l'aider là. Il a carrément fallu qu'un pompier découpe le tapis pour enfin sortir son corps, dont seule d'ailleurs la partie supérieure dépassait. À ce moment-là, Agathe a reçu 1h30 de massage cardiaque et de bouche à bouche. Mais il était trop tard pour la sauver. Sa cage thoracique avait été mortellement écrasée. Mais c'est affreux, comment ça a pu se produire? En fait, il faut savoir qu'il y a une trappe de sécurité au bout du tapis qui s'est ouverte et en fait c'est par là qu'elle a été engloutie. Du coup oui, c'est dans ce tout petit compartiment que son corps a été coincé. En fait, autant dire qu'il y a eu pas mal de négligence. L'enquête d'ailleurs en est arrivée à la conclusion que le système de sécurité était désactivé au moment du drame. Mais ça servait à quoi de le désactiver? En vrai, aucune norme n'était respectée. Le tapis était rafistolé avec des agrafes et l'alarme arrêtait pas de sonner. Donc le personnel a coupé la sécu pour que le fonctionnement reprenne. Seulement, 1 heure plus tard, Agathe décédait. Là, les techniciens de la maintenance ont transpiré à grosses gouttes et ils ont pris une grosse décision de lâche, c'est-à-dire réactiver la sécurité comme si de rien n'était. Ah ouais, en mode on comprend pas, c'était activé, mais ça marchait pas. Oui, voilà, mais les juges ont été trop perspicaces pour y croire. Bref, les techniciens ont fini par reconnaître leur tentative de feinte. Ils ont été condamnés, bien entendu. D'ailleurs, ils n'ont pas été les seuls, puisqu'il y a aussi eu des belles amendes et des peines de prison légères pour le directeur de la station. Et aussi pour l'entreprise qui a installé le tapis de manière non conforme, Autant de condamnations qui ne feront malheureusement pas revenir Agathe. Bref, quand même, faites gaffe à l'arrivée des tapis roulants, ou à la sortie si vous voulez. Et c'est aussi valable pour les escalators. Pour cette troisième et dernière histoire, je vais vous conter quelque chose d'horrible et en même temps celle la plus meurtrière de tous les temps. En fait, le drame s'est déroulé en Autriche et plus précisément dans la station de sport d'hiver de Kaprun. Et ce qu'il y a de particulier là-bas, c'est que les skieurs peuvent remonter aux pistes en prenant un funiculaire. Si le funiculaire ressemble à un train, cela n'en est pas un. Je suis déçu! Car en fait, il n'est pas motorisé. En fait, il est tracté par un câble, tout comme les autres remontées mécaniques. Voilà, ça c'était pour la petite définition. C'est quoi une remontée mécanique, quoi? Au moins on peut pas tomber dans le vide. Ça c'est clair. Du coup oui, c'est vrai qu'à première vue, ça paraît sécurisé, un peu plus qu'une télécabine. Puis ça a l'air aussi un peu plus rapide. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le funiculaire de Kaprun a été aussi apprécié par les skieurs qui ont été 161 à y embarquer le matin du 11 novembre 2000. Il est alors précisément 9h02 quand la montée commence. Les passagers sont somme toute heureux. Tout va pour le mieux. Pas vrai, Ariane?
jusqu'au moment où un passager tout à l'arrière repère une petite fumée qui s'échappe de la cabine, qui est vide. Vous voyez, en fait, c'est comme les cabines de pilotage, il y en a une à l'avant et une à l'arrière pour quand le train change de sens. Enfin, sauf que là, elle n'est pas occupée par un pilote, mais un machiniste. Bref, cette cabine est fermée à clé et la fumée est inquiétante. Et le pire, c'est qu'il est impossible de prévenir le machiniste. En fait, les compartiments du train ne permettent pas de faire passer le message jusqu'à l'avant. Et il n'y a aucun dispositif d'alerte. Et voilà, 2 minutes sont passées depuis le départ. Et ceux qui avaient déjà un téléphone portable en l'an 2000 ne vont pas pouvoir l'utiliser non plus. Car le funiculaire vient d'entrer dans le tunnel. Il n'y a donc pas de réseau et la fumée commence à envahir le compartiment. Là, je vous le dis, la situation devient très vite critique. Cette fois-ci, le feu a bien pris et les passagers suffoquent. Mais heureusement, c'est à ce moment-là que le train s'est arrêté subitement. Mais les portes ne s'ouvrent pas. Et donc pas le temps d'attendre, un passager commence à s'attaquer aux vitres pour se frayer un chemin dehors. Sauf que elles sont très dures à briser, car il y a 2 épaisseurs de verre. Mais en même temps, l'envie de vivre est plus forte que le double vitrage. Et ainsi, les 12 passagers furent libérés au moment où les flammes commençaient vraiment à pénétrer dans la rame. Ils ont été les seuls survivants du drame. Pour une fois qu'Ariane survit en même temps, là j'ai eu très peur pour elle. Elle est clairement pas passée loin ce coup-ci. Ah non, les autres sont restés bloqués à l'intérieur du train? Eh bien, en fait non, parce que quelques minutes après que les 12 premiers se sont échappés, le machiniste a compris qu'il y avait quand même un très gros incendie et il a finalement ouvert les portes. Et personne n'est parti. Eh bien, il y en a qui n'ont pas eu le temps et ont malheureusement brûlé. Mais la plupart des passagers sont quand même sortis à ce moment-là. Et ils auraient pu survivre d'ailleurs s'ils n'avaient pas pris la décision de partir du mauvais côté. Ce n'est peut-être pas très intuitif, mais la fumée de l'incendie s'échappait dans la partie supérieure du tunnel, exactement comme la fumée monte dans une cheminée. Et c'est pour ça qu'il ne fallait surtout pas essayer de s'échapper par le haut. C'est pourtant ce qu'ont fait tous les passagers après l'ouverture des portes. Et donc oui, ces personnes qui étaient en train de monter, ils se sont retrouvés dans la fumée, dans le noir, en montée, et le tout avec des chaussures de ski qui les empêchaient de marcher correctement. Et ainsi, la plupart se sont effondrés à seulement 15 mètres du funiculaire, totalement asphyxiés. Et c'est d'autant plus horrible de se dire que certains auraient très bien pu survivre en partant vers le bas. Mais il n'y en a que 12 qui sont allés vers le bas. Et c'est d'ailleurs parce que dans ces 12, il y avait un pompier qui leur a filé le tuyau. Parce que sans lui, le bilan de 155 morts aurait été bien plus lourd encore. 161 passagers et 12 rescapés, ça fait 149 morts. Ouais, sauf que là, j'ai pas encore eu le temps de le dire, mais la galerie du train débouchait à son sommet sur une gare et sur un centre commercial. Et le truc, c'est que les clients du centre se sont retrouvés dans le noir car l'incendie a coupé le courant. Et ce, alors que la fumée gagnait les lieux. Et malheureusement, il y en a qui n'ont pas réussi à sortir à temps et qui sont eux aussi morts d'asphyxie, à cause du funiculaire qui était plus bas. Et puis enfin, s'ajoute à ça, un passager plus le machiniste du funiculaire qui descendaient à ce moment. Et eux aussi furent bloqués et condamnés par ce torrent de fumée. Mais alors, comment un tel drame a pu se produire ? Parce que, encore une fois, le funiculaire n'était même pas motorisé. Bien, pour vous le dire, au début, les enquêteurs étaient perdus. Mais après examen, ils ont quand même fini par trouver le coupable, qui se trouvait être un radiateur qui a pris feu spontanément. En fait, vous voyez, le genre de petit radiateur de salle de bain qui inspire pas confiance, voilà, c'était ça. D'ailleurs, il n'avait absolument rien à faire dans le véhicule. Il n'était pas du tout aux normes pour. Mais il avait quand même été installé dans la cabine pour réchauffer le machiniste. Objectif dépassé. En tout cas, les victimes n'ont vraiment pas eu de bol, car s'il n'y avait eu que ce radiateur, ils auraient survécu. Mais il a fallu aussi qu'un tuyau avec le liquide de frein du train passe juste à côté du radiateur. Et du coup, un liquide, je le précise, hautement inflammable. Et il y avait en tout 120 litres sous le funiculaire. Voilà comment ça s'est embrasé. Et c'est d'ailleurs la fuite de ce système hydraulique qui a provoqué l'arrêt d'urgence du train. Alors qu'à ce moment-là, le machiniste n'avait encore pas du tout idée de ce qui se passait derrière. Et bien voilà, j'espère en tout cas que cet épisode ne gâchera pas vos prochaines vacances au ski. Après, vous inquiétez pas, vous ne vivrez normalement pas la même chose. Faut quand même savoir que les équipes de maintenance retiennent les leçons du passé pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Bon, après, ça n'exclut pas que vous mouriez à cause d'un problème complètement inédit. Mais en tout cas, si jamais vous vous retrouvez dans un tunnel en flammes, faites comme Ariane, partez vers le bas. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, Chris a ouvert une nouvelle chaîne qui s'appelle Psyché Fécond. Il y fait des expériences qu'il aurait pu infliger à Gustave, comme par exemple un jeûne de 7 jours. Et une seconde vidéo arrive bientôt sur la chaîne. Au programme, beaucoup de balles de basket et des défis pour Chris. Donc rejoins-nous vite sur Psyché Fécond.